Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Midi chez vous, un nouveau numéro qui se passe aujourd'hui à Coudekerque-Branche. On est tout près de Dunkerque et on va découvrir un endroit vraiment insolite et épatant bien sûr. On l'appelle le Château Le Sieur avec beaucoup d'invités très intéressants. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Voilà, et juste avant d'entrer dans ce Château Le Sieur, on va profiter du beau temps et se mettre ici à la terrasse pour rejoindre monsieur le maire de Coudekerque-Branche, monsieur David Bailleul. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, on est très bien accueillis ici. D'ailleurs, c'est mon premier mot, merci de nous accueillir dans votre commune. Et dans cet endroit dont je disais il y a un instant qu'il était insolite, étonnant, épatant, le Château Le Sieur. Expliquez-nous où nous sommes exactement. Alors nous sommes ici dans l'ancienne demeure du directeur de l'usine Le Sieur. L'usine Le Sieur, c'est la première usine du groupe Le Sieur en France en 1904. Elle est installée ici, à Coudekerque-Branche. La marque Le Sieur, tout le monde a une bouteille d'huile dans son placard, est née ici à Coudekerque-Branche. Oui, la marque Le Sieur, au début du XXe siècle, grâce à la proximité du canal de Bourbourg, qui fait venir à l'époque à dos de péniche l'arachide qui est la matière première de l'huile, eh bien se crée ici à Coudekerque-Branche. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est la dernière huilerie de France, du groupe également, puisque le groupe continue de produire, mais à l'extérieur de notre pays. Donc on est très fiers d'avoir cette industrie sur le territoire de Coudekerque-Branche. Et cette belle demeure appartenait au directeur de l'usine. La ville l'a rachetée, l'a réhabilitée, et c'est devenu notre centre d'exposition culturelle. Alors c'est presque un château parce que c'est grand, c'est imposant, il y a un magnifique parc qu'on peut admirer derrière nous. Et qu'est-ce qu'il s'y passe maintenant aujourd'hui? Des expositions, des spectacles? Comment vous exploitez cet endroit? Alors trois priorités à cet endroit. Bien sûr, des expositions culturelles tout au long de l'année. À la belle saison, vous l'avez vu, le parc est agréable. Ce parc est également ouvert aux jeunes mariés qui peuvent y faire des photographies pour leur album souvenir de mariage. Et puis nous le louons aussi bien à des sociétés qui veulent y faire des séminaires ou bien même à des particuliers qui veulent y organiser communion, baptême, mariage et toutes les fêtes familiales. Alors je crois qu'on peut dire aussi que ce Château Le Sieur est à l'intérieur d'une petite cité avec quelques résidences où les cadres de l'entreprise séjournaient. À l'époque, effectivement, c'était des maisons de fonction qui ont été, fin des années 90, revendues à des particuliers. Le groupe Le Sieur a décidé de se séparer de son patrimoine et donc a vendu l'ensemble de ces maisons, mais qui ont une architecture très particulière. Vous avez pu le remarquer. Au bout du quartier du Vieux Coudekerque, eh bien, c'est vrai qu'on y trouve ici un havre de paix très agréable. Voilà, on est vraiment dans un endroit un peu hors du temps et c'est effectivement très agréable. Coudekerque-Branche, il y aura beaucoup de choses à raconter. On va recevoir beaucoup d'invités qui vont nous parler de la diversité culturelle, la richesse, le patrimoine de cette commune. Moi, je voulais vous interroger sur l'animal un peu totem de Coudekerque-Branche, qui est un animal fort sympathique par ailleurs, le hérisson. Mais c'est un peu incongru, d'où vient ce hérisson? Alors, qui s'y frotte s'y pique. Oui, alors le hérisson, il a un peu changé. Aujourd'hui, il est symbole de la commune, mais nous lui avons remplacé ses pics de porc-épic par des feuilles. 5 feuilles qui représentent chacune un quartier de la commune. Mais à l'époque, le hérisson est né bien avant la création de Coudekerque-Branche. Coudekerque-Branche est une commune qui est née à la Révolution française. Au mois de décembre 1789, le 14 décembre 1789, la branche de Coudekerque se sépare du village et devient Coudekerque-Branche. C'est pour ça que nous portons un nom à rallonge. Et bien avant ça, au moment de l'époque médiévale, lorsque les croisades existent, le seigneur de Coudekerque cherche un blason pour aller aider le roi de France dans les croisades sur la Terre Sainte. Il part en croisade. Et donc, le hérisson, qui est un peu le symbole déjà du territoire, car très présent dans les champs à l'époque, devient le symbole du seigneur de Coudekerque. Il est surmonté d'une couronne royale. On est à l'époque évidemment de la monarchie. Cette couronne tombera avec la Révolution française, vous vous en doutez. Et alors, anecdote pittoresque, ce seigneur de Coudekerque-Branche est le premier qui a porté les armoiries de Coudekerque-Branche sur un
un étendard, eh bien, il s'appelait David de Coudekerque. Sans blague. C'est le hasard, c'est le hasard. Évidemment, ce clin d'œil de l'histoire ne peut que me plaire, mais il s'appelait David de Coudekerque. Alors on sent l'historien et le passionné derrière le maire que vous êtes aujourd'hui. Si on revenait à notre époque, comment est-ce que vous qualifieriez votre commune de Coudekerque-Branche, sa population? Quels adjectifs vous viennent à l'esprit quand on parle de votre commune? Tout d'abord, une formidable solidarité. C'est une ville très, très éclectique au niveau de son territoire. Rien à voir entre le quartier du Vieux Coudekerque, qui était le bastion historique et le bastion ouvrier de la commune, et les quartiers un peu plus récents comme ceux du Grand Stendham, où c'est plutôt des maisons individuelles avec lotissement. Mais il y a une formidable solidarité dans cette ville, et on le ressent notamment au travers des nombreuses associations. Ça, c'est la première des images. Ensuite, c'est une ville agréable à vivre. La ville est composée de nombreux espaces verts. Nous avons un poumon vert en plein milieu de l'agglomération. À 5 minutes de Dunkerque, vous avez le parc du Fort-Louis, qui est véritablement un poumon vert pour toute l'agglomération. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui me vient immédiatement aussi à l'esprit, c'est ce côté très attaché à l'identité de Coudekerque-Branche. Il y a beaucoup de familles qui sont coudekerquois de génération en génération. Moi-même, j'ai la chance d'être un enfant né dans le Vieux Coudekerque, où mes grands-parents m'ont élevé. Mes parents, eux, ont acheté une maison dans le quartier du Grand Stendham. Et à titre personnel, j'habite à Sainte-Germaine. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire des familles coudekerquoises. Des familles très attachées à leur territoire qui peuvent y revenir le plus souvent possible. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Nous avons un magazine municipal, le Coup de cœur. Eh bien, il est envoyé aux 4 coins du monde. C'est-à-dire qu'on a énormément de Coudekerquois qui ont quitté leur ville, qui nous demandent qu'on leur envoie le magazine municipal pour garder des nouvelles. À l'ère d'Internet, c'est quand même incroyable. Donc on l'envoie par exemple aux États-Unis, où on a une famille dont le monsieur est devenu ingénieur, qui veut continuer d'être approvisionné d'informations très très locales. On l'envoie en Chine, à Taïwan, à Hong Kong. Et ça marque très fort l'esprit Coudekerquois. Les Coudekerquois sont très attachés à leur commune, un peu comme leur mère d'ailleurs. Ça se voit, on pourrait vous écouter longtemps, mais on est en tout cas très heureux d'être ici. On vous remercie encore de nous accueillir. Si vous le voulez bien, on va continuer cette émission et partir à la découverte des Coudekerquois qui font vivre cette commune au travers de leurs associations et leurs passions. Monsieur David Bayeul, merci beaucoup de votre accueil. C'était un plaisir. Bonne visite de notre belle ville de Coudekerque-Branche. Et à très bientôt. Voilà, on est au soleil sur la terrasse. Je vous propose de continuer à profiter de ce beau temps. Je vais rejoindre Cédric Daille. Bonjour Cédric. Alors comment fait-on? Venez près de moi. On va essayer de se mettre de ce côté-ci pour vous accueillir et nous parler de votre association qui est alors, aidez-moi, modélisme ferroviaire Coudekerquois? Pas tout à fait, on va le préciser, donc Rail Modélisme Coudekerquois. Rail Modélisme Coudekerquois, vous êtes un passionné de trains miniatures, d'ailleurs on en voit un peu à l'image avec le petit diaporama que vous nous avez amené. Il y a longtemps que vous êtes passionné de ça, est-ce que c'est une passion d'enfant qui perdure à l'âge adulte? Oui, je pense que c'est une passion qu'on acquiert quand on est enfant et qu'on poursuit et qu'on améliore tout au long de sa vie. Bon, j'ai commencé le modélisme ferroviaire, j'avais 10 ans, oui. J'en ai 35 aujourd'hui, donc voilà, on fera vite la différence. Donc ça fait 25 ans effectivement que je travaille au sein de l'association, le Rail Modélisme Coudekerquois. Bon, cette association, elle est née en 86, oui. Donc bon, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'elle perdure ici sur Coudekerque-Branche. Bon, Coudekerque-Branche, c'est quand même un passé ferroviaire important. Oui. Le dépôt vapeur qui était ici donc à Coudekerque-Branche. On a encore la chance ici à Coudekerque-Branche d'avoir l'ancienne gare SNCF qui a été réhabilitée par la municipalité, qui a été donc entièrement remise en état et qui est à la disposition de notre association, oui. Où on organise régulièrement des portes ouvertes, des manifestations. Alors parfois à thème purement historique, donc c'est 3 à 4 fois dans l'année des portes ouvertes avec des thèmes bien précis. Ça peut être l'attraction vapeur, l'attraction diesel, la sécurité. Ça c'est important aussi de rappeler aux visiteurs et aux enfants qui viennent visiter l'exposition qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi avec le train.
Alors maintenant, cette passion d'enfant, elle a bien sûr évolué et je suppose que votre passion aujourd'hui, elle est plus exigeante que quand vous étiez petit, c'est-à-dire que les réalisations que vous faites comme celles que vous nous avez amenées aujourd'hui, et encore aujourd'hui ce n'est qu'un petit échantillon si j'ose dire, elles sont beaucoup plus grandioses, sophistiquées, techniquement compliquées même. Oui, alors le travail du modéliste, c'est de représenter le plus fidèlement possible la réalité. Oui. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut apercevoir à l'image, ce n'est qu'un tout petit échantillon des nombreux réseaux dont dispose l'association. Ici, en fin de compte, ce réseau, son utilité, c'est surtout de pouvoir être transporté très facilement dans le coffre de la voiture. Hein. Par exemple, cet après-midi, on va commencer à déménager le réseau pour la prochaine porte ouverte qui aura lieu aux alentours du 1er mai. C'est un camion de 20 mètres cubes, c'est entre 800 et 1 tonne de matériel à déménager. Oui. C'est autre chose que d'amener effectivement le petit diorama qu'on trouve ici sur le plateau. Quelle est la taille de votre plus grand réseau? Le plus grand réseau, donc, il doit mesurer environ une vingtaine de mètres. Voilà. Mais c'est pas un concours de celui qui fera le plus grand réseau. Ce qu'on souhaite surtout reproduire, c'est le plus fidèlement la réalité et que effectivement nos présentations soient le plus joliment présentées et agréables bien sûr à voir. À voir. Alors, alors justement, c'était aussi ma question. Est-ce que le challenge, c'est de reproduire très très fidèlement la réalité avec bien tous les décors, les bâtiments, les véhicules, les personnages, ou c'est de faire un réseau particulièrement complexe où les trains se croisent, s'entrecroisent? Je vous parle un petit peu de ma fenêtre, hein, comme on dit chez moi. Tout à fait. Alors, nous au club, ce qu'on a choisi, c'est à plusieurs moments de représenter des sites réels et des sites de notre patrimoine. Notamment, on a on pratique plusieurs échelles au club. Hein. On pratique notamment 3 échelles particulières, le 87e, ce qui est le plus courant, ce qu'on trouve régulièrement dans les magasins de jouets ou aux alentours de Noël hein, pour les enfants. On pratique aussi le 43e. Alors le 43e, c'est donc une échelle qui est plus grande, hein, 43 fois plus petit que la réalité. Et le 160e, c'est ce qu'on a ici sur le plateau. Sur nos 3 échelles particulières, on a réalisé notamment sur 2 réseaux. Un premier réseau, on a représenté le site de la gare de Coudekerque-Branche daté 93, oui. C'est-à-dire que c'est la représentation du site de la gare de Coudekerque-Branche en 1993. D'accord, ok. On a encore un tout petit moment très bref pour conclure cette séquence. Vous organisez aussi régulièrement une manifestation très importante. Oui, alors notre exposition phare chaque année, elle est organisée le premier week-end d'octobre. C'est pas difficile à retenir. Un premier week-end d'octobre, Coudekerque-Branche, exposition de modélisme. Une année sur 2, les années impaires, on est uniquement ferroviaire. Donc là, voilà. on ne présente que du train. Et là, cette année, on est en année paire. Donc là, on présentera toutes les disciplines et toutes les facettes du modélisme. Très bien. On donne donc ce rendez-vous. Merci beaucoup, Cédric. Vous parliez il y a un instant de ce réseau ferré ici à Coudekerque-Branche. Un écrivain qui connaît bien Dunkerque, Pascal Dessin, il a même consacré un livre. Regardez ce reportage. Pour l'écrivain Pascal Dessin, son dernier livre, Les Voies perdues, est une sorte de retour aux sources, une manière de se souvenir. Chaque année, je reviens, soit pour le carnaval, soit pour un autre événement. Et au cours des années, j'ai vu se transformer le paysage. J'ai vu disparaître toute une industrie. Et petit à petit, j'ai vu ces friches ferroviaires se créer. Et ça m'a paru un sujet intéressant pour un livre. Je me suis écarté du roman, pour une fois, de l'histoire proprement dite, pour renouer avec une poésie que je pratiquais quand j'étais adolescent. Le livre est une correspondance entre l'écrivain et le photographe, une connivence. Tous deux se renvoient des histoires et partagent leur fascination commune pour les friches de la région, si particulières. Ces décors un peu tourmentés nous donnent à voir des images étranges même parfois. Hein. Quand on voit ces rails disparaître sous la végétation, on se demande où elles menaient. C'était souvent à une usine. C'est une autre façon d'appréhender le territoire et de percevoir le décor et les humains, même si sur les photographies, il n'y a pas beaucoup d'humains. C'était aussi une volonté de créer comme des compositions un peu japonisantes. C'est un livre qui est pour cela très très singulier. Pascal Dessin est retourné à Toulouse où il vit. Il remettra très vite les pieds dans le nord de sa jeunesse, un univers qui revient régulièrement en toile de fond de ses romans.
Voilà, on profite du soleil ensemble ici sur la terrasse du château Le Sieur à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque, qui nous accueille aujourd'hui pour 2 émissions qui s'avèrent déjà très passionnantes. On a appris beaucoup de choses, mais on apprendra encore beaucoup de choses sur Coudekerque-Branche. Juste après la pause, vous restez avec nous. Voilà, on a fini par pénétrer à l'intérieur de ce château Le Sieur qui recèle de nombreuses salles qui peuvent accueillir, comme on l'a vu tout à l'heure avec David Bayeul, des expositions ou des festivités. Ici, nous sommes avec Régis Jonker, président de l'association de la Brigade Vandamme. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, Régis, bonjour. Bonjour. Alors, la Brigade Vandamme, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, c'est une association napoléonienne qui évoque le camp de Rosendal qui était sur Coudekerque-Branche de 1803 à 1805. Oui. D'ailleurs, ici, on voit quelques tenues présentes. La tenue du général, ça veut dire que c'est lui qui commandait le camp, à l'identique. On peut dire que ça ressemble pratiquement à un musée. Oui. Là, nous avons le bonnet de police, encore qui évoque aussi que Coudekerque-Branche est proche de l'Empire, puisque c'est le bonnet de police du général Thévenet. On voit bien les généraux de brigade, 2 étoiles. C'est une reproduction? C'est une reproduction. Et ici, on voit un foudre de guerre qui montre vraiment que qui faisait partie de l'état-major. Ensuite, donc, il a été maire, il a fait sa vie militaire sous l'Empire, et ensuite, il est devenu maire de Coudekerque-Branche une année en 1826-1827. Donc ici à Coudekerque, à Rosendal à Coudekerque, il y a eu un détachement de Napoléon qui s'appelait 7000 hommes. C'était ça la brigade Vandamme? Non, ça c'était la division Gudin. D'accord. Et alors la brigade Vandamme, c'est quoi? Tout simplement, ça évoque le général Vandamme, qui est le plus haut gradé, qui vivait sur Cassel. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez cette passion de cette époque napoléonienne. D'ailleurs, vous êtes venu avec quelques amis qui sont costumés et vous vous costumez vous-même avec votre tenue qui est exposée ici pour participer ou organiser des reconstitutions. Tout à fait. Donc, on fait des reconstitutions napoléoniennes en France, en Europe. Et il faut noter aussi que la ville de Coudekerque-Branche a adhérer à la Fédération des cités napoléoniennes, oui. Par ce biais, puisque Coudekerque-Branche est une ville napoléonienne. Il n'y en a pas beaucoup en France, il faut le savoir. Hein. En France, ils ont à peu près une bonne vingtaine. D'accord, ok. Et Coudekerque-Branche en fait partie. Alors, présentez-nous vos amis, s'il vous plaît, et quel est leur uniforme? Alors, nous avons en premier un uniforme de fusilier. C'était le plus bas grade. Donc, il faut savoir que dans un régiment, c'était en gros... il y en avait à peu près 2000 en compagnie, 200 hommes. On va dire que c'était la chair à canon, puisque c'était eux qu'on envoie au combat. Ensuite, nous avons ici un commissaire des guerres, qui lui avait le grade de colonel, mais il n'avait pas le droit de porter l'épaulette, puisque Napoléon refusait il n'y avait que les officiers qui commandaient qui avaient le droit de porter l'épaulette, d'ailleurs, on les voit. Et là, l'interdiction, il y a le chirurgien n'avait pas le droit, les commissaires des guerres, et ainsi de suite. C'est quoi un commissaire des guerres, exactement? Alors, un commissaire, il faut savoir qu'au camp de Rosendal, il y avait un commissaire des guerres qui s'occupait de tout ce qui est argent. Aujourd'hui, dans l'armée, c'est le commissariat. Donc, c'est les ancêtres. Voilà. Avec un couvre-chef impressionnant. On voit sur l'uniforme des feuilles de vigne qui soulignent l'histoire de manger la vigne, le vin et tout ça. D'accord, très bien. Derrière, on a le sabre vendémiaire que chaque officier généraux possédait. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Voilà. Et puis un troisième camarade. Et là c'est le caporal Fourier. Donc le Fourier, dans la compagnie, c'était lui qui gérait les équipements, l'uniforme, qui faisait aussi les comptes. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les gens étaient payés, mais on décomptait de leur sol quand ils se nourrissaient. Ah, d'accord. Okay. On récupérait de l'argent partout. Voilà. Alors, revenez vous mettre à côté de moi. Tous ces uniformes sont superbes, ce sont des reconstitutions. Comment ça se passe? Chacun à la charge de son propre uniforme au sein de l'association? Tout à fait. Tout le monde met la main à la pâte. Ça veut dire qu'ils font leurs uniformes, ils cousent. Il faut savoir que moi, j'ai cousu une partie de cet uniforme avec le patron d'époque. Oui. D'ailleurs, on peut mettre la tenue à côté d'une vraie tenue, par exemple, sortie du musée des Invalides. On ne verrait pas la différence, à part les spécialistes. Ouais. Voilà. Ça coûte cher en moyenne, un uniforme comme ça? Bon,
En soldat, on essaie de s'arranger, on trouve du tissu pas trop cher, mais là, qu'on arrive à des situations aussi brodées, là, c'est très cher. Et puis il faut que madame sache coudre, où est une bonne machine. Oui, oui, tout à fait. Alors on l'a dit, vous participez à des reconstitutions, vous en organisez vous-même? Alors, cette année, nous, on aide à organiser la ville, le camp multi-époque qui va se faire le 20 et 21 septembre, on ira des Spartiates, ça veut dire l'époque grecque, Oui. jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ça se fait au parc du Fort Louis à la ferme Vernalde. C'est un rassemblement qui ramène environ 4000 personnes, Ah oui, c'est énorme. visiteurs, et 500 reconstitueurs. Et donc là, les gens déambulent dans les chemins et voient en face d'eux un Romain, après ils voient une personne du Moyen-Âge, la personne de la Seconde Guerre mondiale, une personne de l'Empire, voilà. Combien de vous au sein de votre association? Nous, on est une petite quinzaine. Donc pour réunir 500 personnes à peu près, il faut avoir des liens très étroits avec d'autres clubs comme le vôtre. Ça va jusqu'où? C'est la région Nord-Pas-de-Calais? Ah non, ça va même en Angleterre, puisqu'on récupère. Mais quand on rencontre des gens, vu qu'on se présente, qu'on est reconstitueur, les autres, forcément, sont plus axés à venir nous aider. D'accord, très Donc c'est voilà. Très bien. Donc on rappelle la date, c'est début septembre? 20 et 21 septembre, lors des Journées du patrimoine. D'accord. Et la 3e édition. Et si on a envie de vous rejoindre, alors si moi tout d'un coup je suis pris une passion, que j'ai envie de manipuler, de porter ce magnifique sabre qu'on peut remontrer à la caméra, tenez, je vous le confie, comment ça se passe? Je peux vous rejoindre? Pas de souci, mais en ce cas, il faut nous contacter par le biais de notre site, Oui. internet ou l'adresse mail aussi. Voilà. D'accord. Bon, on va vous taper la brigade Vandamme, Coudekerque-Branche sur votre moteur de recherche et vous entrez en contact avec Régis Jonker. Merci beaucoup Régis. De rien, merci. Merci messieurs d'être venus nous montrer ces magnifiques uniformes. D'un uniforme, j'allais dire on va passer à un autre, mais ce serait quand même vous faire un peu injure. En tout cas, on reste un peu dans le tissu avec vous, Pascal Roard et Cédric Neuville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement, Pascal, président de l'association, directeur de l'association Coup de Pouce, et Cédric, vous êtes le créatif. L'encadrant styliste, oui. L'encadrant styliste. Bon, d'accord, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association Coup de Pouce, Pascal? Alors, Coup de Pouce est né en 2008 sur une impulsion de la municipalité qui souhaitait aider les demandeurs d'emploi de la commune à retrouver un emploi ou à renouer avec un cadre de travail. Donc l'idée de départ, c'était vraiment d'accompagner les demandeurs d'emploi de la commune. Il faut savoir qu'en 2008, il y avait 14% de chômeurs sur Coudekerque-Branche. Donc il fallait trouver un moyen d'aider ces gens à remettre un pied vers l'emploi. Donc l'idée de départ, c'est ça, c'est d'amener ces gens vers l'emploi. De fil en aiguille, de 2008 à 2014, on a... C'est le mot, hein, de fil en aiguille. Oui, on a un peu évolué. C'est vrai qu'on a fusionné nos services d'accompagnement avec la Maison de l'Emploi. Oui. Et on a créé notre propre chantier d'insertion, puisqu'on voulait aussi proposer directement, nous, des emplois aux Coudekerquois. On a créé le chantier d'insertion donc, sur une idée très simple, c'était de récupérer les vêtements que les gens ne voulaient plus porter, et les transformer en vêtements que tout le monde voudrait porter, dans l'idéal. Donc on a créé ce chantier d'insertion en 2009 et on a commencé avec 10 personnes en insertion. On est aujourd'hui à 22 personnes. En 2014, on sera à 22 personnes en insertion avec 5 permanents. Ce qui a justifié l'appel à Cédric, donc comment ça s'est produit? Vous êtes arrivé à la rencontre de ces personnes? Oui, il y a 4 ans maintenant. Donc, je revenais d'une expérience à l'étranger, un retour en France et une annonce sur le Coudekerquois, qui est ma ville d'origine. Pas Coudekerque, mais l'agglomération dunkerquoise. Donc voilà, j'ai pas hésité. L'univers du vêtement de seconde main mélangé à du social, qui était un peu nouveau pour moi, mais une expérience nouvelle. Et donc voilà, j'ai postulé et j'avoue que ça a été le début d'une belle aventure. C'est quelque chose qui vous était familier, la seconde main, si j'ose dire? Oui, familier parce que depuis des années, depuis tout petit, je mettais les pieds chez Emmaüs, dans les brocantes, à la recherche de vêtements d'époque, à la recherche de tissus de qualité. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cet attachement au tissu, à la matière et à cet univers du seconde main. Alors la première étape, j'imagine, ça a été de récupérer les vêtements usagés. Ça s'est passé comment? On a eu des dons spontanés des Coudekerquois qui venaient nous amener leurs vêtements à l'atelier. Donc maintenant, on a des containers installés un peu sur toute l'agglomération, entre Zuidcote et... on est à la frontière de Saint-Omer, là, donc on rayonne pas mal, ouais.
Et donc on a quand je dis container, c'est type le relais. D'accord, très bien, je vois. Et donc vous avez créé, on en vient justement aux créations qu'on a autour de nous. Alors je vais peut-être m'écarter un petit peu pour qu'on puisse voir. Venez près de moi, Cédric par exemple, pour nous parler de ces créations, celle-ci par exemple. Alors actuellement, on travaille sur un projet pour le musée portuaire de Dunkerque, pour la fête de la mer du 17 et 18 mai prochain. Oui. Donc on a une demande spécifique sur des vêtements début du siècle. 20e siècle, donc voilà, et sur un produit comme celui-ci par exemple, on a un mélange de matières qui va du drap de matelas à de la récupération on va dire de dentelle de rideau, ouais, mélangé à de la chemiserie récupérée, du drap et du lainage. Donc voilà, sur un modèle on retrouve une identité de 4-5 tissus mélangés. Donc, voilà. Un modèle vraiment très très original. Alors, la chance des modèles, c'est qu'on s'inspire de l'époque, mais l'avantage d'être créateur, c'est qu'on est sur un produit unique. Oui. Donc voilà, on n'est même pas sur une copie de vêtements de l'époque, on est sur une inspiration d'époque, mais avec un petit œil goût du jour, et on essaie d'avoir une pièce unique. La tenue qui est juste à côté, la robe. Alors après, c'est vrai que... je vais venir près de vous, on verra mieux. La priorité de l'association, c'est de fournir la boutique que nous avons rue Pasteur. Oui. Donc là, on est sur un vêtement, on va dire, plus quotidien et un vêtement d'actualité. Donc à partir de draps, à partir de voilage, toujours, on essaie de confectionner des vêtements du quotidien et que... ouais, je plante. Non, non, mais c'est pas grave. Des vêtements du quotidien qu'on pourrait porter tous les jours. Hein. C'est vrai que ça, je vois très bien sur une jeune femme. La robe aussi. Avec un jean, avec un... Bon, ça, pour la rue, c'est un peu moins facile, mais pour un spectacle, c'est vraiment idéal. Alors, il nous reste une petite minute, Pascal. On a parlé de la boutique. Il y a eu une boutique éphémère. Il y a eu aussi une participation à Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture. Il y a eu beaucoup d'événements autour de cet atelier. On a cherché à beaucoup se montrer, pas nous, mais montrer le travail des salariés en insertion. On voulait vraiment faire, par ces événements, montrer la créativité des personnes en insertion, le savoir-faire aussi de ces personnes, et aussi en même temps sensibiliser au développement durable et à ce qu'on pouvait faire de beau avec les déchets des autres, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est montré, qu'on a fait un bel événement. C'est vrai qu'à la piscine, on a eu un beau rayonnement et de bons retours avec cet événement. Alors l'aventure continue, on a quelques secondes pour conclure. Quel est votre prochain projet ? On a un atelier de découpe de chiffon. C'est moins sexy, mais c'est super intéressant comme support d'insertion. Donc qu'on va bientôt devoir inaugurer. Donc on accueille 7 nouvelles personnes sur cet atelier. Après, on ne sait pas... Voilà, donc plein de projets. Je propose qu'on rejoigne Coup de pouce, là aussi sur Internet. Vous tapez Coup de pouce. Merci beaucoup Pascal et Cédric. On va changer carrément d'univers. On va écouter les oiseaux avec Monsieur Marchilly, un véritable passionné. Regardez. Quand il faut les mettre sur place, c'est pas toujours évident. Certes, la souplesse n'est plus tout à fait au rendez-vous. Le matériel a lui aussi bien changé. Mais la passion est toujours intacte. Jean-Pierre Marchilly, 72 ans, aime la nature depuis l'enfance et en près de 40 ans, il en est même devenu un spécialiste. Son truc, l'enregistrement de chants d'oiseaux. Quand je suis rentré au groupe ornithologique Nord avec mon ami Gérard Vermersch, on était sortis dans les dunes du Clipon. À l'époque, il y avait des dunes encore, il y avait le marais du Clipon. On pouvait rencontrer le rossignol, il y avait des rossignols partout à l'époque. Et ces rossignols, je trouvais qu'ils chantaient tellement bien que je me suis dit, je voudrais bien le mettre en boîte, je voudrais bien l'enregistrer pour pouvoir le réécouter l'hiver quand il n'est plus là et tout ça. Jean-Pierre investit alors dans un modeste magnétophone à cassette et en bon bricoleur, il se fabrique une parabole d'après une photo de catalogue. De fil en aiguille, l'oreille s'affine. On entend la maison charbonnière, ici on a la chance. On avait la fauvette à tête noire tout à l'heure, on a la charbonnière là. Les connaissances s'accumulent. Jean-Pierre a bientôt de nouvelles exigences techniques. On se rend compte de ses lacunes et puis on essaye de trouver le matériel le plus adapté. À l'époque, ce que j'avais trouvé, c'était d'occasion parce que bon, ça coûte cher le matériel professionnel et c'était hors de prix. Je prenais du matériel semi-professionnel et là, c'était une petite parabole Sony de 400 mm, mais qui était relativement performante. D'un magnéto à l'autre, d'une parabole bricolée à sa Tellinga d'aujourd'hui, au fil des ans de ses pérégrinations, souvent matinales, Jean-Pierre a accumulé des dizaines d'heures d'enregistrement. Certains ont fait l'objet de publications,
Jean-Pierre organise aussi des sorties avec des non-voyants et conserve, malgré le temps qui passe et la pollution sonore de nos sociétés modernes, un amour inconditionnel pour les oiseaux, pour la nature en général, une nature pour laquelle il a mené de nombreux combats, mais ça, c'est une autre histoire. Regardez les choses sympas qu'on peut trouver aussi chez Coup de Pouce, le doudou qui peut marcher dans les deux sens. Nous, on fait une petite pause et on continue d'explorer Coudekerque-Branche, ici au Château Le Sieur. Restez avec nous à tout de suite. Je n'ai pas résisté à l'envie de ressortir dans ce magnifique jardin ici au Château Le Sieur à Coudekerque-Branche qui nous accueille pour midi chez vous. Je suis aux côtés de monsieur Alain Sellier. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable du service événementiel ici à la ville de Coudekerque-Branche. On a déjà commencé à le voir avec les associations qu'on a accueillies dans cette émission. Les associations sont très actives ici à Coudekerque-Branche, y compris dans le milieu festif, événementiel et culturel. C'est comme ça qu'est articulée la politique de la ville en matière d'événements en collaboration avec les associations? Alors tout à fait, absolument. Donc sur la commune de Coudekerque-Branche existe donc ce noyau associatif qui est très efficace, notamment sous l'impulsion de monsieur le maire, qui travaille donc en étroite collaboration avec les présidentes et présidents de ces associations. Et effectivement, on retrouve sur le terrain, soit en plein air dans nos manifestations de quartier ou éventuellement bien sûr en salle, une participation active de ces associations en commun avec l'organisation de la ville de Coudekerque-Branche. Voilà, on l'a vu avec leur constitution historique de Régis Jonker, on sait qu'il y a un salon du livre à Coudekerque-Branche, il y a beaucoup de manifestations comme celle-là. Est-ce qu'il y a des manifestations organisées par la ville aussi? Alors bien évidemment, vous savez que nous avons des manifestations récurrentes sur la commune, le carnaval qui a pris un essor très important et qui est reconnu maintenant au niveau du bassin dakerquois depuis 6 ans, depuis l'élection donc de notre maire David Bayeul, et aussi une grosse manifestation qui est maintenant à l'échelon régional, qui est la fête de la nature et de la Flandre, et qui a pris également depuis 6 ans une importance considérable, non seulement sur le Dakarquois, mais également sur la région, puisque sous l'autorité de monsieur le maire, la date a changé. Vous saviez qu'avant on était en concurrence directe avec la braderie de Lille, et depuis maintenant 4 ans, la date a changé. Monsieur le maire a désiré changer la date, et forcément ça nous a ramené un souffle nouveau sur cette manifestation, notamment sur la brocante avec les 2000 exposants, uniquement des particuliers. Donc il faut savoir que sur cette brocante qui est réservée aux particuliers et aux emplacements gratuits pour les Coudekerquois et également les extérieurs, il faut savoir que nous sommes sur 2000 emplacements. Uniquement, donc je le souligne, c'est très important, uniquement réservé aux particuliers, ce qui nous positionne sur la première brocante du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, alors on peut dire que c'est cette fête de la Flandre et cette brocante l'événement le plus important de l'année à Coudekerque. Alors c'est l'événement le plus important de l'année sur Coudekerque, mais également donc sur le bassin dakerquois, puisque c'est bien sûr la manifestation de rentrée chez nous, même en Flandre, voire également dans la Somme, parce que nous avons également une participation très importante de personnes qui viennent maintenant, avec ce changement de date, de la Somme, voire aussi de Belgique et d'Angleterre. Alors, il y a aussi un programme de spectacle, de culture. Comme dans toutes les communes, les élections municipales ont un petit peu gelé, on va dire, les calendriers, mais la machine se remet en route, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer? Alors, vous savez que la saison estivale, la saison culturelle, excusez-moi, sur Coudekerque-Branche est surtout axée à l'espace Jean Villard, en centre-ville. Un magnifique équipement que nous avons remis au goût du jour, et notamment au niveau de sa décoration. La décoration qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus colorée. Et sur Jean Villard, la saison culturelle donc démarre après la fête de la nature et de la Flandre jusqu'au mois d'avril. Alors effectivement, suite aux dernières élections municipales, il faut savoir que pour l'instant, nous avons donc, monsieur le maire a confirmé la venue de Patrick Sébastien, non pas en imitateur-chanteur, mais Patrick Sébastien, comédien, avec cette nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Le Relais des Cigales. Ce sera pour quand ça? Décembre. Le mois de décembre. Donc on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce rendez-vous, comme les autres rendez-vous qui se passent à Coudekerque-Branche. On a parlé de
plusieurs endroits où on peut se cultiver, se divertir. Il y a un cinéma aussi à Coudekerque-Branche, il faut le dire. Oui. Alors, ça reste rare. Alors cinéma, bien évidemment. Cinéma avec un employé communal, donc c'est cinéma communal sur Coudekerque-Branche, toujours à Jean Villard, notamment donc à la salle Molière avec un écran géant et une sonorisation bien évidemment performante de qualité. Ouais. Nous sommes passés en numérique également au niveau du cinéma. Donc nous avons un outil de travail qui est très très important et très fonctionnel maintenant pour les scolaires, hein, puisque la semaine on reçoit les scolaires au niveau du cinéma, mais également le vendredi. Vous savez que les séances de cinéma au studio du Hérisson sont programmées le vendredi, donc le vendredi des séances de cinéma régulières. Très bien. Sur la commune. Alors j'aimerais également... Pour conclure rapidement, s'il vous plaît. Alors, pour conclure également, nous avons un autre espace qui s'appelle l'espace du maître de poste à Coudekerque-Branche, où là nous avons également des manifestations et pour les anciens, parce que monsieur le maire pense bien évidemment à ses seniors, et pour les seniors tous les 15 jours à Balmusette, entrée gratuite et bien sûr quelques boissons aussi rafraîchissantes mises à disposition à nos habitués du Balmusette. Très bien, personne ne peut s'ennuyer à Coudekerque-Branche. Monsieur Sellier, merci beaucoup pour ce programme d'animation. Allez, on reste dehors parce que c'est vraiment très très agréable. Je vais rejoindre la terrasse où on avait déjà évoqué le salon du livre de Coudekerque-Branche et on va parler justement littérature avec notre invitée suivante, Madame Anne Noblot. Bonjour. Bonjour. Alors tiens, juste 3 secondes sur un ouvrage que je voulais vous montrer. Coudekerque-Branche a aussi sa bande dessinée. C'est Le secret du hérisson par Ollier. C'est paru l'an dernier et c'est une façon d'introduire cette séquence littérature avec vous, Madame Noblot. Vous êtes coudekerquoise et vous êtes auteur et vous venez de sortir, alors on ne peut pas être plus dans l'actualité, vous venez de sortir votre premier polar. Tout à fait, donc un premier polar après avoir déjà édité des nouvelles et des souvenirs. Je change de genre et les éditions Raveanceau publient donc ce polar qui sort cette semaine. Et je pense que vous allez avoir plaisir à le découvrir parce qu'il est sensationnel. Alors voilà, il est tout juste sorti, il est donc désormais disponible. C'est votre premier polar, vous aviez écrit quoi juste avant? Des nouvelles, des romans plus classiques? Oui, moi je suis essentiellement un auteur de nouvelles. J'aime beaucoup ce genre, même s'il n'est pas forcément très populaire ni très généralisé. La nouvelle, par définition, c'est une histoire courte. Oui. Ça me convient bien parce que ça me permet de l'écrire en une fois et de garder du temps pour le reste de ma vie qui est très rempli. Et puis la nouvelle, c'est aussi quelque chose qui s'assemble avec d'autres nouvelles. C'est comme un puzzle qu'on réunit dans un recueil. Donc ça reste mon genre préféré. Alors ici, votre premier polar s'appelle Dans le jardin. C'est pas un titre de polar, c'est un titre un petit peu intriguant, sans révéler ce qu'on va y trouver, même si vous allez nous lire quelques lignes dans un instant. De quoi ça parle ? Alors, je parle du titre d'abord. Dans le jardin n'est pas mon titre initial. Le titre revient au choix de l'éditeur. Mon titre initial était Le secret de Sainte-Marie-Querque. C'est un livre qui contient un secret. Et Sainte-Marie-Querque, c'est la bourgade où l'histoire se déroule dans pratiquement sa totalité. C'est une petite bourgade à cheval sur le 59 et le 62, mais bon, qui est dans le 62, le Pas-de-Calais. Et ce livre, c'est à la fois une chronique campagnarde et un polar. Alors Anne, je vous donne 1 minute, vous allez pouvoir nous lire quelques lignes, une page peut-être de votre roman Dans le jardin, sorti, il fallait le dire aussi, aux éditions Raveanceau. Raveanceau, les polars en or. Voilà, la collection des polars en or, qui est une collection très variée, très intéressante. Il faut aimer le polar et aimer la région, et ça correspond à plein de choses. Oui, on en a déjà parlé ici. On vous écoute, un extrait de Dans le jardin. Donc j'introduis dans cet extrait un personnage secondaire qui s'appelle Papy Merseman. Déjà, rien que l'appellation est assez rigolote. Ce que je veux montrer dans cet extrait, c'est qu'on peut amener de l'humour dans un polar en présentant des personnages secondaires assez truculents. Le doyen du village, Papy Merseman, habitait une maison située dans un virage au croisement de la D218. Il y vivait seul, assisté de son aide ménagère Jacqueline, qui passait tous les jours pour sa toilette, son ménage et la préparation des repas. Elle lui faisait également ses courses et endurait ses histoires à n'en plus finir, relatives au bon vieux temps, ainsi que sa surdité, qui l'obligeait à tout répéter 3 fois en lui criant dans les oreilles. Papy Merseman disposait pourtant d'un appareil auditif, mais celui-ci émettait parfois des sifflements stridents. Et un jour de colère, il l'avait balancé dans les toilettes. Jacqueline l'avait récupéré avec l'aide du plombier d'Audruic, mais Papy Merseman ne voulait plus le porter, prétendant qu'il entendait mieux sans. Il avait régulièrement la visite de sa fille Martine, qui n'habitait pas bien loin,
et celle de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants pour les étrennes. Mais la solitude ne lui pesait pas. Il écoutait en permanence son transistor volume à fond et fenêtre ouverte, sonorisant tout le secteur. Mais son statut de doyen et l'absence de voisins mitoyens avaient jusqu'à présent évité toute remarque désobligeante à ce propos. On va devoir laisser le suspense à ce moment-là, Anne. Désolé de vous interrompre. En tout cas, bravo et merci d'être venu nous présenter en exclusivité, hein, il faut le dire, parce que c'est la première fois que vous parlez de ce polar à la télévision aussi chez nous, dans le jardin chez Polar en Or. Merci beaucoup, Madame Nobleau. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir. Voici déjà bientôt la fin de cette émission. Et on va encore changer carrément de genre avec Pierre-Olivier Leclerc. C'est cela. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de magie de Coudekerque-Branche. J'ai cet honneur. Une école de magie, j'ignorais qu'il y avait une école de magie. D'abord parce que ça existait en soi, et il ne doit pas y en avoir beaucoup en France des écoles de magie. Alors effectivement, il n'y en a pas énormément. Dans la région nord, on en a une qui se situe sur Mouveau. Et ici même à Coudekerque-Branche. Donc à Coudekerque-Branche, l'école de magie est la première école de magie de la Côte d'Opale. On a ce grand privilège depuis 2010. Oui. Donc cette école de magie a été créée à la suite du premier festival de magie qui a eu lieu à Coudekerque-Branche. Monsieur le maire, dans une continuité, a voulu qu'une école de magie se crée. Donc on a mis le projet en place et on a ouvert cette école de magie. Alors vous êtes venu avec un de vos élèves, vous voulez nous le présenter? Oui, donc Clément, qui est un de mes élèves, qui est en 4e année. Et donc qui cette année s'est produit au Magic Show sur scène parmi des artistes internationaux. Professionnel, donc ça a été son premier numéro de scène, ça a été une grande émotion, aussi bien pour lui, pour moi également, pour ses parents et pour pas mal de personnes qui nous entouraient. Voilà. Comment ça fonctionne une école de magie? Vous avez donc des jeunes, j'imagine, principalement, qui viennent régulièrement apprendre des tours que vous leur dispensez? Voilà, donc on fonctionne sur un cursus de 6 ans. Ah oui, c'est très long, 6 ans. Voilà, un cursus de 6 ans où on leur apprend non pas seulement à faire des tours, oui, proprement dit, mais on leur inculte également l'histoire de la magie. À travers, la magie est très ancienne, elle date de la période égyptienne. Oui. On a même retrouvé bien avant ça des choses dans les grottes, oui. Donc on peut croire que ça existait bien avant. Oui. Donc il y a toute une histoire, il y a tout un processus, on leur apprend à connaître des magiciens célèbres tels que Robert Houdin, oui, qui était le père de la magie française, qui est très connu. Oui. Pour nous magiciens, la France est quand même ancrée culturellement au niveau de la magie, grâce à lui. Et donc on leur apprend donc toute cette histoire de la magie également en parallèle avec bien sûr des manipulations de cartes. Donc on leur apprend vraiment la base sur un cursus de 6 ans. Ça se passe comment, toutes les semaines, dans une salle? Il y a une scène, comment ça se passe? Alors il n'y a pas de scène, ça se passe dans une salle, donc ça se passe à Aragon, oui, au Centre culturel Aragon. Je veux dire, c'est une école comme les autres, avec un tableau noir, des élèves? Non. On a les élèves, on a le tableau noir mais il est caché par des rideaux, on fonctionne un peu plus moderne, avec un peu plus de modernité. C'est-à-dire qu'on diffuse des vidéos qui leur permettent d'acquérir certaines choses. Et donc les cours sont 2 fois par mois en fait. Hein. 2 fois par mois, le 2e mercredi et le 3e mercredi. Donc suivant les années où les élèves se trouvent, ils viennent soit le 1er, soit le 2e, soit le 3e mercredi. Alors, je vais me rapprocher de Clément, lui poser quand même 1 ou 2 questions. Clément, d'abord, quel âge as-tu? Alors, j'ai 15 ans. 15 ans, et ça fait longtemps que tu es passionné par la magie? Oui, j'ai commencé la magie à l'âge de 6 ans en ayant reçu pour mon anniversaire une boîte de magie. Et depuis ce jour, ça a été vraiment le coup de foudre avec la magie. Alors j'ai accumulé les coffrets et un jour, donc j'ai vu qu'il y avait à Coudekerque une école de magie. Coup de bol? Coup de bol, c'est le cas de le dire. Et voilà comment je suis entré dans ce merveilleux univers. Il y a combien de temps que tu suis les cours de l'école de magie? Je suis actuellement en 4e année, donc ça fait 4 ans que je fais l'école de magie. Et alors tu as accepté de nous faire un petit tour. On a 1 minute 30, ça va convenir? Pas de souci. Très bien. Eh bien Clément, on te regarde faire avec ces cartes. On va faire un tour de cartes. Hein. Quelque chose donc de très simple avec un jeu de cartes tout à fait normal, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais vous demander de bien vouloir choisir une carte. Allez-y, celle que vous voulez. Vous la prenez, vous la montrez bien à la caméra et surtout il ne faut pas que je la voie. D'accord, très bien. Ok, c'est fait. Merci. Alors vous avez bien vu la carte? Ok, super. Alors je vais prendre la carte, je vais la reposer sur le dessus et je vais la perdre dans mon jeu, comme ceci. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que depuis le début, ici, il y avait une carte invisible. Vous la voyez, la carte invisible? Non. Non. Alors vous allez prendre la carte invisible que je vous donne et vous allez la lancer dans le jeu. Allez-y, lancez-la dans le jeu.
Non, elle atterrit à côté. Il faut vraiment bien la lancer. Je manque de pratique. Alors, on y va? Ouais. Oh, super. Alors maintenant, comme vous pouvez voir, il y a une carte qui s'est retournée. C'est pas votre carte. Non, c'est pas celle-là. Mais cette carte, voyez-vous, est assez intéressante, puisqu'elle indique en valeur 4. Alors on va compter jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. On va regarder la carte qui se trouve ici. C'était bien la carte que vous avez choisie? C'était bien celle-là, bravo Clément. Parce que les 4 cartes qui se trouvent ici sont bien sûr les 4 As. Bravo Clément, excellent, bravo. Ben, merci beaucoup Pierre-Olivier pour nous avoir fait découvrir cette école de magie. J'espère Clément que tu deviendras un grand magicien. Et voilà qui conclut notre rendez-vous d'aujourd'hui, midi chez vous au Château Le Sieur à Coudekerque-Branche. On revient demain à midi pour une nouvelle émission ici même avec encore beaucoup de choses formidables à vous faire découvrir. À bientôt, à demain midi.